lancés à des centaines de kilomètres du front, ciblant stations de métro. Je me suis rendu ce matin à Loukianivka, supermarché, jardin d'enfants, zone résidentielle, avec un bilan très lourd à Kiev, 1 mort, 6 blessés, 1 enfant polytraumatisé. Cette violence inhumaine, cynique et cruelle n'a pas de vocation militaire. Elle ne permet pas à Vladimir Poutine de gagner du terrain sur la ligne de front, où il se heurte d'ailleurs à la résistance indomptable des forces armées ukrainiennes. Non, elle ne vise qu'à terroriser les civils pour tenter en vain de saper le moral ukrainien. C'est une guerre qui est à la fois indigne et lâche. Une guerre qui vise aussi les infrastructures énergétiques au mépris du droit international, de la sécurité et de la sûreté nucléaire. Je me suis rendu cet après-midi à Tchernobyl pour constater les dégâts considérables provoqués par un drone Shahed russe qui a perforé le sarcophage de confinement construit il y a 10 ans par des entreprises françaises pour prévenir les émissions radioactives et permettre le retrait des déchets nucléaires les plus dangereux. 3 mois après ce grave incident provoqué par la Russie, la France, la première, a apporté une contribution de 10 millions d'euros à la Banque européenne de reconstruction et de développement pour les travaux de réparation. L'Union européenne lui a emboîté le pas et j'appelle les partenaires et alliés de l'Ukraine à se joindre à cet effort, tant les travaux sont essentiels pour que rapidement le risque provoqué par cet incident soit contenu. Mais ce n'est évidemment que l'un des éléments de cette stratégie systématique menée par Vladimir Poutine pour fragiliser les infrastructures énergétiques, effort que nous devons contrecarrer par tout moyen. Face à tant de lâcheté et tant d'indignité, l'Ukraine n'est pas seule. Et c'est le message que je suis venu porter ici à Kiev au nom du président de la République. La France se tient aux côtés de l'Ukraine pour accentuer la pression sur la Russie et pour donner aux Ukrainiens les moyens de se défendre. Accentuer la pression sur la Russie avec un paquet de sanctions massives qui a été adopté jeudi dernier par les Européens. Un paquet de sanctions qui a été coordonné avec nos partenaires, les Britanniques, mais aussi les sénateurs américains, Graham et Blumenthal, qui, eux aussi, ont planché sur un paquet de sanctions dont je souhaite qu'il soit le plus rapidement possible adopté. Des sanctions qui visent à assécher les ressources mobilisées par Vladimir Poutine pour financer son effort de guerre, et notamment ses recettes pétrolières, avec le plafonnement du prix du pétrole, avec des embargos, un embargo sur les produits raffinés en provenance de pays importants du pétrole brut russe, avec la désignation de plus de 70 navires de la flotte fantôme que la Russie utilise pour contourner les sanctions que nous avons d'ores et déjà appliquées. Face à ces décisions historiques de l'Union européenne, chacun doit entendre que lorsque ses intérêts de sécurité sont menacés, l'Union européenne réagit. Et avec un PIB, comme tu l'as rappelé, Andriy, avec une richesse 10 fois supérieure à celle de la Russie, chacun doit mesurer que l'Union européenne ne se laissera pas faire. Accentuer la pression sur la Russie et donner à l'Ukraine les moyens de se défendre. Au plan budgétaire d'abord, et je me réjouis qu'en 2025, l'Union européenne aura apporté 30 milliards d'euros de soutien budgétaire à l'Ukraine, avec la facilité Ukraine d'un côté, avec les revenus tirés des actifs russes gelés de l'autre. Au plan militaire ensuite, la réunion du 10 juillet de la coalition des volontaires, réunie par le président de la République et le Premier ministre britannique, a rassemblé 30 pays qui ont démontré à cette occasion un haut niveau de détermination à soutenir l'Ukraine jusqu'à un cessez-le-feu et au-delà, un haut niveau d'unité, puisqu'à cette réunion, les États-Unis, pour la première fois, étaient représentés, et un haut niveau de préparation, puisque les plans opérationnels sont prêts pour que, dès qu'un cessez-le-feu sera trouvé, une force multilatérale, la force multilatérale Ukraine, puisse être mise en œuvre pour contribuer à la régénération des forces ukrainiennes et apporter un haut niveau de réassurance. Et nous nous félicitons que le quartier général de cette coalition des volontaires soit trouvé à Paris, se soit installé à Paris.
En parallèle et au niveau bilatéral, toujours au plan militaire, le travail se poursuit pour la fourniture d'équipements, pour la formation, mais aussi pour la coproduction d'équipements militaires en réunissant l'expertise française et l'expertise ukrainienne. Je me suis rendu tout à l'heure sur l'un des sites de production de drones ukrainiens et j'ai pu mesurer l'expertise considérable qui a été accumulée ces dernières semaines et ces derniers mois. Notre objectif est d'augmenter le nombre de pilotes formés pour rendre possible de nouvelles sessions, et notamment des sessions de Mirage, dont tu as rappelé, Andriy, qu'ils avaient pu faire la différence sur la ligne de front. Au plan économique, avec la première ministre ukrainienne, que je félicite pour sa brillante nomination, nous avons signé 2 accords, 2 lettres d'intention. Le premier sur la coopération entre la France et l'Ukraine dans les domaines stratégiques, que le ministre a rappelé tout à l'heure. Et puis ensuite, une deuxième lettre d'intention sur les suites que nous entendons donner à une initiative inédite qui a été portée par la France, qui est ce fonds de 200 millions d'euros, qui a permis d'attirer des entreprises françaises sur 19 projets dans le domaine de la santé, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine du déminage, pour les amener à apporter des réponses très concrètes aux besoins ukrainiens. À cela s'ajoutent les 450 millions d'euros de l'Agence française de développement déployés pour permettre aux collectivités territoriales ukrainiennes de financer leurs projets d'investissement. À cela s'ajoute également la nouvelle initiative, l'initiative européenne flagship de capital investissement, qui a été annoncée lors de la conférence pour la reconstruction qui s'est tenue la semaine dernière à Rome et qui, avec près de 500 millions d'euros, viendra financer la reconstruction de l'Ukraine. Et puis au plan européen, enfin, la France soutient pleinement, depuis le premier jour, le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne qui a été initié lorsque la France présidait le Conseil de l'Union européenne, et nous sommes à vos côtés pour faire avancer ce processus qui ne doit être l'otage d'aucun chantage et d'aucun conflit de voisinage. C'est donc par la pression sur la Russie d'un côté, le soutien résolu à l'Ukraine de l'autre, que nous parviendrons à mettre fin à cette guerre lâche et indigne qui menace la souveraineté et la liberté de l'Ukraine, la sécurité européenne, mais aussi notre vision de l'homme et du monde. Merci, Monsieur le Ministre. La première question, c'est Libération, s'il vous plaît. Messieurs les ministres, Stéphane Siohan, correspondant de Libération à Kiev. Le président Volodymyr Zelensky a annoncé la reprise de pourparlers avec la Russie mercredi. Donc c'est l'agence France Presse qui l'annonce. On sait que lors de la dernière rencontre qui s'est déroulée à Istanbul début juin, la partie russe a présenté à la partie ukrainienne un mémorandum sous forme de position extrêmement maximaliste. En gros, une capitulation de l'Ukraine et un retrait pur et simple des 4 régions de Zaporijia, Kherson, Lugansk et Donetsk. Pensez-vous, messieurs les ministres, que la partie russe peut arriver mercredi avec une autre position que ce mémorandum et qu'une discussion de bonne foi peut s'engager avec la partie russe ce mercredi? Merci. Дійсно, ми прагнемо досягнення справедливого і всеосяжного миру. Відбулося 2 раунди, 2 зустрічі в Стамбулі. Ми отримали позитивну динаміку після цих зустрічей щодо обміну полоненими. Цей процес триває, а також і в контексті інших заходів підвищення довіри. Це повернення цивільних, це повернення дітей. Тому з цих міркувань цей процес важливий і має право на життя щодо його продовження. Президент Зеленський заявив, що ми готові. Україна не є перешкодою для миру і ніколи нею не була і не буде. Ми наполягаємо на перемир'ї і дуже важливо, щоб ці зустрічі, можливі зустрічі у разі узгодження можливої дати, щоб вони були предметні, щоб інша сторона мала мандат обговорювати ті найголовніші питання – закінчення війни, досягнення перемир'я. Поки що ми цього не бачимо, тому одна з пропозицій була, щоб дійсно
ми мали змогу обговорювати такі стратегічні питання, провести зустріч на рівні Зеленський-Путін за участю, це би було дуже добре, президента Трампа, лідерів Європи, президента Ердогана. І ми вважаємо, що такий розвиток, безумовно, би вплинув на подальшу динаміку, власне, процесу досягнення перемир'я. Si je peux compléter, même si je souscris très largement à ce que Andriy Sybiha vient de dire, la première des choses, c'est que ça fait maintenant 5 mois que l'Ukraine a marqué sa disposition à un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours sur proposition américaine. Et ça fait 5 mois que nous attendons que la Russie fasse de même. Deuxième élément, les exigences maximalistes de la Russie sont connues. Elles sont connues depuis 10 ans, puisque ce sont les mêmes demandes maximalistes qui sont formulées à chaque fois. Elles sont inacceptables. Les discussions doivent s'engager, mais sur une base qui respecte les intérêts des deux parties. Parce que la diplomatie, ça n'est pas la soumission. Et la diplomatie, ça commence par des rencontres au niveau des chefs d'État et de gouvernement, ce que Volodymyr Zelensky a demandé à plusieurs reprises, et ça commence par un cessez-le-feu. Parce que, comme l'a très bien dit le président des États-Unis, on ne peut pas négocier sereinement sous les bombes. Et nous avons en souvenir les négociations qui s'étaient engagées en 2022 sans qu'un cessez-le-feu ne soit intervenu et qui ont dû être interrompues par les massacres de Boutcha ou d'Izium qui ont démontré la cruauté, le cynisme et l'insincérité de Vladimir Poutine. Il faut donc un cessez-le-feu. C'est pourquoi nous avons accueilli très favorablement l'ultimatum qui a été fixé par le président des États-Unis de 50 jours. Et c'est pourquoi, pour ma part, alors que nous venons d'adopter un paquet de sanctions européen jeudi dernier, j'ai demandé à mes équipes de reprendre le travail pour que nous puissions bâtir un paquet de sanctions encore plus massif si Vladimir Poutine ne consentait pas à un cessez-le-feu permettant à des négociations en bonne et due forme de se tenir. Дякую. Ми, Україна, прошу. Дякую за можливість. Добрий вечір. Пане міністре, перше питання до вас. Минулого тижня ви, зокрема, зустрічалися із спецпредставником президента Трампа Кітом Келлогом. Чи можете ви нам підтвердити або спростувати, що українська сторона передала через Кіта Келлога, по суті, Пентагону перелік найнеобхіднішого озброєння у новому пакеті, яке будуть купувати для нас країни НАТО? Ну і ще які теми безпосередньо із Кітом Келлогом обговорювалися? Можливо, були певні домовленості або позитивні сигнали в критичних для нас речах. And my second question is it's possible I will ask in English. Today you met with president, with our member of Ukrainian government, and the main issue was the production of drones. But could you provide us more details? I absolutely understand that this sensitive issue, but will it be co-production or it will be like investment for our production? And one more important question, what about risks? Because we understand that Russia continue attack every Ukrainian cities every day or from week to week. So what about risks? Thank you so much. Так, я тоді розпочну відповідь на ваше запитання. Минулого тижня відбувся важливий візит генерала Келлога. До речі, звернув увагу, що протягом його перебування в Києві жодних атак російського агресора на Київ не було зафіксовано. Це ще одне свідчення, кого насправді боїться Путін. Путін боїться лише Трампа. Він розуміє, що лише Сполучені Штати Америки можуть примусити їх до миру. Візит був дуже інтенсивним. Генерал Келлог мав змогу зустрітися з представниками української влади, вищим керівництвом держави, з представниками, з військовими. Тобто він отримав інформацію з перших рук. Чому це важливо? Тому що ми повинні теж ламати чи протидіяти російському наративу, що Росія виграє. Ні, Росія не виграє. І Україна не програє. Це важливо, виходити саме з цієї парадигми. Звичайно, що ми говорили про зброю. І візит генерала Келлога потрібно розглядати в контексті тих домовленостей,
які були досягнуті президентом України з президентом США в Гаазі, а потім під час телефонної розмови. Тобто все це продовження того діалогу вищого рівня, і саме він приїхав за результатами, генерал Келлог, за результатами цих продуктивних розмов, які мали нові елементи, це теж я вам підтверджую. Звичайно, що ми говорили про зброю. Це говориться з усіма нашими союзниками. Ми держава, яка воює, яка захищає свою незалежність. І тому зброя нам вкрай потрібна. Так, ми запропонували певний підхід, і генерал Келлог був з ним ознайомлений щодо закупівлі зброї Сполучених Штатів Америки, передусім систем ППО «Петріот». До відома генерала була доведена необхідна кількість, яка дійсно зможе відіграти важливу роль в захисті різних міст і регіонів України. Ми їх потребуємо значну кількість, і, власне, це ми генералу представили. Ну і, звичайно, говорили про спільну взаємовигідну співпрацю. Це і українські дрони, і американська сторона демонструє інтерес в спільному і виробництві, і в нашій продукції. Це і зброя, далекобійна зброя. Ми її також потребуємо, і це обговорювалося. Та інші пріоритетні на сьогодні для фронту позиції були доведені до відома генерала для того, щоб він доповів результати своєї поїздки президенту Трампу, після чого ми очікуємо відповідний контакт, комунікацію між президентом Зеленським і президентом Трампом для подальшого втілення досягнутих домовленостей, а вони, я теж вам чітко можу це сказати, обіцяючі. So, if I may, on the first question you asked to André Sibilla, one thing I'd like to say is that alongside the announcements on the ultimatum and the potential tariffs that would apply to Russia and its partners, the announcement of the President of the United States that he would be open to provide weaponry to Ukraine is the strongest possible signal that the U.S. Have chosen their side. And this is no surprise, because President Trump has said repeatedly that he wants peace. Ukraine has accepted the ceasefire proposal 5 months ago. And what we've seen over the past 5 months is the drone and missile attacks be multiplied 5-fold and targeting more and more civil and residential areas. And so it's no surprise that now the President of the US has understood the game that Vladimir Putin is playing and is willing to allow Ukraine to defend itself. On the second question, again, I visited today a production site of Ukrainian drones, and I was amazed by the level of innovation and technological development that the Ukrainian producers have reached. And this is the reason why there is so much appetite, there is so much willingness on the French side to cooperate with Ukrainian drone producers. And I've felt from my interactions with some of the leaders of these companies that there was appetite in the other direction as well. Last month, a major French company announced that they would enter into a cooperation with Ukrainian drone producers. And last week, 80 companies from our national defense, industrial, and technological bases came to Ukraine and met a large number of Ukrainian companies. 200 meetings took place, which is a testament to the willingness on both sides to accelerate on the cooperation and the co-production of weapons and drones in Ukraine. Ok, le troisième AFP, et c'est le dernier.
Bonjour. Le président Trump a annoncé avoir trouvé un accord pour vendre des armes américaines aux pays de l'OTAN qui seraient après distribuées à l'Ukraine. C'était pour savoir si la France prendrait part à cette initiative et pourquoi. Je vais répéter la réponse que je viens de faire. En complément de l'annonce par le président Trump d'un ultimatum de 50 jours conduisant à prendre le cas échéant des sanctions dévastatrices en appliquant des droits de douane de 100% sur la Russie et les partenaires de la Russie, le fait pour le président des États-Unis de marquer sa disposition à fournir du matériel militaire à l'Ukraine est le signal le plus crédible qu'il a désormais choisi son camp. Et ça n'est pas une surprise puisque depuis sa réélection, le président des États-Unis a exprimé à de nombreuses reprises qu'il voulait la paix. Or, cela fait désormais 5 mois que l'Ukraine a accepté la proposition d'un cessez-le-feu de 30 jours inconditionnel, et cela fait 5 mois que la Russie esquive et amplifie en réalité ses attaques indiscriminées contre des zones résidentielles et des civils en Ukraine, des frappes qui ont été multipliées par 5 en intensité depuis que l'Ukraine a accepté la proposition américaine de cessez-le-feu. Et donc cette décision du président américain est évidemment une très bonne nouvelle qui fait écho à la participation des représentants américains lors de la réunion conviée par le président de la République et le Premier ministre britannique de la coalition des volontaires qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon propos introductif, a démontré un haut niveau d'unité, de préparation et de détermination. Окей, все ту. Дякую, це все. Ми це можемо. Дякую, медіа. Нема часу більше. Дякую. Sorry,